Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour l'étude du pelvis, qui est tout d'abord une anatomie descriptive, puis les derniers cours seront de l'anatomie topographique, donc les rapports entre les différents organes. Dans cette anatomie descriptive, nous avons vu les os, ostéologie, du pelvis ou bassin osseux, nous en avons vu les articulations qui viennent former la ceinture pelvienne. Nous allons maintenant voir les muscles du pelvis, et muscles donc du petit bassin, puisque en pratique, quand on dit pelvis, c'est le petit bassin, pelvis minor, et la cavité abdominale, le grand bassin. Nous allons pour cela voir qu'il existe des muscles de la paroi latérale et postérieure, et ensuite nous allons voir deux groupes de muscles qui constituent la paroi inférieure, c'est le diaphragme pelvien et la région périnéale. Nous allons commencer par remettre en place un hémibassin, donc une coupe d'un hémibassin droit. C'est une coupe sagittale médiane que nous avons déjà construite, où nous allons trouver ici la section médiane du sacrum. Donc voici ici le corps du sacrum, de S1 à S5, avec la face supérieure de la première vertèbre sacrale, qui est aussi la base du sacrum, et l'angle antéro-supérieur de S1 qui vient former ce qu'on appelle le promontoire. C'est ici donc la section du sacrum, fusion de 5 vertèbres sacrales. Cette fusion se fait au cours de la croissance et malgré tout, chez l'adulte, lorsque l'on fait une IRM ou un scanner, on voit toujours, ou une radio, on voit toujours la trace de fusion. Donc en superficie, c'est fusionné et à l'intérieur, on voit quand même la cicatrice de ces différents corps vertébraux qui restent apparentes. Nous allons ensuite trouver au-dessus la vertèbre L5, qui est dite vertèbre cunéiforme, puisqu'elle est en forme de coin, plus haute en avant qu'en arrière, ceci lié à l'acquisition de la bipédie et à la lordose lombaire. Et puis nous plaçons ici L4, corps vertébral de L4. Donc les corps vertébraux sont des, ici on pourrait mettre L3, les corps vertébraux sont des équivalents d'os courts, avec une coque de tissu cortical en périphérie et au centre du tissu spongieux. Ceci explique que les fractures vertébrales puissent amener à un tassement, un petit peu comme si on marche sur une biscotte. On va à la fois la casser, mais on l'écrase. Il y a donc une perte de volume, une perte de hauteur dans ces fractures vertébrales. Ici, donc, la section du sacrum, où nous voyons l'os spongieux des corps sacro-fusionnés. Donc ici, S1, L5, L4, L3. Puis, d'un point de vue osseux, nous pouvons mettre vers l'arrière le canal sacral qui n'est fermé que jusque S4 et qui correspond sur la coupe sagittale médiane à la fusion des processus épineux de S1 à S4. Vers le bas, le canal est ouvert et simplement fermé par une membrane. Nous pouvons également placer ici les processus épineux de L5, donc processus lombaires qui sont larges, hauts et relativement horizontaux, également observés en section, et ici le canal vertébral que nous avons étudié par ailleurs avec la colonne vertébrale. Puis vers le bas, nous allons pouvoir mettre ici le coccyx qui a une taille variable, qui est classiquement composé de la fusion de 4 vertèbres coccygiennes, mais comme pour tous les éléments vestigiaux, il peut y en avoir une de plus, une de moins, et en général, chez l'adulte, ceci vient fusionner en 2 pièces différentes, donc 4 vertèbres qui viennent former 2 pièces. Puis nous pouvons trouver par enfilade, ça c'est la coupe sagittale médiane, nous pouvons mettre peut-être encore directement sur la coupe sagittale médiane la région de la symphyse pubienne. Symphyse pubienne qui est donc oblique vers le bas et l'arrière, environ 30 degrés. Et cette symphyse ici, pubienne, qui est également coupée sur la coupe sagittale médiane. Si nous représentons maintenant les éléments en volume, nous voyons partir en fuite sur l'hémibassin droit, l'hémisacrum droit. Ici, donc nous ne sommes plus dans le plan de coupe, ceci est maintenant ce qui part vers la droite, vu en enfilade, la face antérieure, face ventrale de
ce sacrum et du coccyx. Et au niveau de cette vase ventrale qui est concave vers l'avant, vers la cavité pelvienne, nous trouvons les 4 foramen sacro-antérieurs par lesquels sortiront les branches antérieures des nerfs spinaux sacraux, comme on le reverra dans un prochain cours sur les nerfs du pelvis. Voici donc d'un point de vue osseux pour ce qui est médian. Et puis nous allons pouvoir maintenant placer les éléments latéraux de la région iliaque. C'est l'aile iliaque qui remonte jusqu'au niveau de L4, c'est-à-dire niveau de l'ombilis, et qui vient nous mener en avant à l'épine iliaque antérieure et supérieure que l'on sent bien sous la peau. Voici ici cette crête iliaque que l'on sent également bien sous la peau et qui est un repère important. Et puis vers l'arrière, on verrait, mais ça n'a pas grande importance pour le cours d'aujourd'hui, vers l'arrière, on verrait la partie postérieure de la crête iliaque jusqu'à l'épine iliaque postérieure et supérieure. Mais ceci, ce sont les régions lombales. Je vous rappelle que l'épine iliaque antérieure et supérieure est dans le même plan frontal, ou les deux dans le même plan frontal que le bord antérieur de la symphyse. Donc quand on est en position normale, si vous touchez le mur, si vous touchez un plan frontal, eh bien, vous appuyez par les 2 épines iliaques et par la symphyse pubienne. Voilà la disposition normale. Puis nous allons trouver le bord antérieur de l'os, épine iliaque antérieure et supérieure, épine iliaque antérieure et inférieure, puis c'est la région de l'éminence iliopectinée, puis c'est la crête pectinéale qui nous mène au tubercule pubien. Bord antérieur qui a donc un aspect échancré. Puis nous allons trouver, partant de la partie latérale de l'aile du sacrum, la ligne terminale qui est oblique vers le bas et l'avant et en forme d'anneau, avec le côté opposé en forme de cœur de carte à jouer. Et cette ligne terminale, va participer, comme on l'a vu, à la constitution du détroit supérieur, donc en forme de cœur de carte à jouer, une forme variable, et donc qui est important en obstétrique, puisque c'est le premier détroit de passage de la tête du fœtus nouveau-né. Vous voyez donc, on l'a dit également, que le coccyx se projette de façon normale sur la symphyse pubienne, et donc quand on fait un cliché radiographique de face, eh bien, il faut justement avoir cette superposition, c'est un critère de réussite. Puis nous allons trouver la branche ischiopubienne qui part vers le bas et l'arrière jusqu'à la tubérosité ischiatique, et nous trouvons maintenant la suite du bord postérieur de l'os coxal, avec ici la grande incisure ischiatique, qui vient nous mener ensuite vers l'épine ischiatique, puis la petite incisure ischiatique, et enfin ici à la tubérosité ischiatique sur laquelle vous êtes assise en ce moment, si vous êtes assis, et qui est cachée par le muscle grand fessier en position debout, érigé, et en revanche qui vient être palpable lorsqu'on est en flexion à 90 degrés. C'est un repère osseux important. Je n'appuie pas ici pour l'instant beaucoup, puisqu'il y aura quelques superpositions musculaires qui vont se faire. Et voici ici la branche ischiopubienne. Nous sommes là sous la ligne terminale, donc au-dessus c'est le grand bassin, c'est la cavité abdominale par définition. En dessous c'est le petit bassin, c'est le pelvis. Et c'est donc dans cette partie ischio-tubérosité ischiatique pubienne, la symphyse pubienne, que nous trouvons le foramen obturatum, qui est un large orifice donc au sein de cette plaque ischiopubienne et qui est en anneau de clé, ce qui fait que nous pourrons avoir ici, par ce décalage des bords, l'entrée d'un canal qui est le canal obturateur. Nous allons ensuite terminer cela en plaçant les éléments articulaires. Ici, pour bien faire, il faudrait présenter la coupe de la symphyse pubienne. Nous allons rester sur l'os. Et ici, nous allons mettre donc les disques intervertébraux. C'est le disque intervertébral L4, L5, L5, S1, et puis tout en haut, si on peut mettre aussi L3, L4. Ces disques donc, qui ont une très grande hauteur au niveau lombal. Ceci se voit bien sur une radio. Ils sont radiotransparents, donc du coup, on voit les vertèbres qui sont séparées par une région radiotransparente. Et au centre de l'annulus de
l'annulus fibrosus, anneau fibreux, on trouve une partie gélatineuse, le nucleus pulposus, et c'est cette partie qui peut venir s'écouler vers l'arrière lorsque le disque est déchiré, c'est la hernie discale. Hernie, c'est le fait qu'un élément va donc sortir de sa situation normale. La hernie discale, c'est la hernie de cette partie gélatineuse, le nucleus pulposus, par une déchirure qui est en général toujours postérieure, puisque ce sont des déchirures qui se font en flexion, et donc on a une hyper-extension ici des fibres qui se déchirent et qui viennent comprimer des racines des nerfs spinaux, et en particulier à ce niveau, L5 et les racines L5 et S1, qui viennent constituer une compression donc, de racines du nerf ischiatique et qu'on appelle populairement la sciatique. Voilà donc pour ces éléments que nous connaissons. Nous pouvons rappeler que le sommet de la crête iliaque, ici, le sommet de la crête iliaque est au niveau de L4. L4 sur le vivant normal, c'est la projection de l'ombilic. L4, c'est aussi la bifurcation de l'aorte abdominale, la terminaison de l'aorte abdominale dans ces deux branches, artères iliaques communes droite et gauche, comme nous reverrons la prochaine fois dans le cours sur les vaisseaux du pelvis. Donc voilà ce que nous connaissions, et à partir de là, nous allons commencer. On va peut-être encore juste rajouter un ligament. On en rajoutera deux, mais on va rajouter un premier ligament ici, qui est le ligament pas du vert foncé, qui est le ligament sacro-épineux, ici, qui donc part du bord latéral de la partie inférieure du sacrum et du bord latéral du coccyx. Nous l'avons étudié avec les articulations, c'est un ligament à distance. Il a une forme triangulaire. La base est donc sur le sacrum, partie basse, et sur le coccyx, et le sommet du ligament se fait sur l'épine ischiatique, d'où son nom, ligament sacro-épineux, puisqu'il va jusqu'à l'épine ischiatique, l'épine située au niveau de l'ischium. Voici ce ligament sacro-épineux jusqu'à l'épine ischiatique, donc sur l'ischium, que nous avions déjà présenté. Voilà. Là, nous avons tous les éléments où nous étions restés. Nous allons donc voir tout d'abord les muscles de la paroi latérale et postérieure de ce bassin. Pour l'instant, il est largement ouvert, mais il va être comblé par différents muscles qui viennent passer ici. Le premier des muscles que nous allons voir est le muscle piriforme. Muscle piriforme avec un I, et non pas avec un Y. Avec un Y, c'est en forme de pyramide. Avec un I, c'est en forme de poire. C'est une forme de poire extrêmement allongée. Il y a des variétés de poires très allongées en forme de fuseau. Le muscle piriforme vient s'insérer sur la face antérieure du sacrum, au pourtour des deuxième et troisième foramen sacro-antérieurs. Donc, laissant dégager les foramen, bien sûr, pour que les nerfs puissent sortir. Donc, au pourtour des deuxième et troisième foramen sacrés antérieurs, surface d'insertion osseuse, et de là va se dégager un corps musculaire fusiforme qui va être oblique vers le bas, l'avant et le dehors, donc une triple obliquité vers le bas, l'avant et le dehors. Ceci amène ce muscle à passer dans la grande incisure ischiatique et il va se terminer sur le grand trochanter. Voici ici donc ce corps musculaire qui va partir ici obliquement vers le bas, l'avant et le dehors, avec des fibres qui sont donc toutes orientées suivant cette direction. Et ce muscle, qui est à son origine intrapelvien, franchissant la grande incisure ischiatique et ce qu'on appelle le foramen ischiatique majeur, nous allons y revenir dans un instant, eh bien, ce muscle arrive dans la région glutéale ou région fessière où l'on poursuivra son étude. Donc ici, l'origine de ce muscle piriforme. Donc, muscle piriforme qui vient s'engager ici, et il serait plus volumineux. C'est toujours pareil, d'un point de vue didactique, nous
augmentons les espaces autour des structures pour pouvoir y faire passer des éléments. En pratique, les choses sont beaucoup plus serrées et moins évidentes. Tout est en contact. Et donc nous voyons ici le pourtour de l'incisure, la grande incisure ischiatique d'un point de vue osseux, jusqu'à l'épine ischiatique ici, où s'insère le ligament sacro-épineux. Ce muscle vient donc se terminer sur le grand trochanter. Il va être innervé par des branches collatérales du plexus sacral, c'est logique puisqu'on est ici dans la région sacrale, S1, S2 notamment, c'est ce que nous reverrons avec les nerfs et l'étude du plexus sacral. Au point de vue action, c'est un des muscles du groupe des pelvis-trochantériens, pelvis sur le pelvis, trochanter le grand trochanter, et il y en a 6. C'est un de ces 6 muscles pelvis-trochantériens. Ils sont tous monoarticulaires autour de l'articulation coxo-fémorale. Ils viennent donc mobiliser la cuisse, ce sont des mouvements de la hanche, et en l'occurrence, vu sa direction, il est placé au-dessus du centre de rotation du fémur, donc il fera légèrement de l'adduction, mais surtout, comme il passe en arrière du col du fémur, ce sera un rotateur latéral de la cuisse, ce piriforme. Il peut être développé dans certains sports, notamment dans le cyclisme, à tel point que son hyperdéveloppement peut venir comprimer les éléments vasculo-nerveux qui sont autour, c'est ce qu'on appelle le syndrome du piriforme. Donc voici ce muscle particulier, on verra si on fait un petit cartouche pour présenter l'aspect postérieur au niveau de la région glutéale en fonction du temps et de l'inspiration. Voici ce premier muscle piriforme. Ensuite, nous allons voir un deuxième muscle qui va être le muscle obturateur interne. Ce muscle obturateur interne, je vous rappelle qu'il y a ici le foramen obturatum et au niveau du foramen obturatum, il y a la membrane obturatrice que nous avions vue. Cette membrane obturatrice va combler l'ensemble du foramen obturatum, hormis au niveau antéro-supérieur, où nous trouvons une arcade fibreuse ou arcade tendineuse. C'est l'arcade fibreuse du canal obturateur. C'est donc la seule zone qui reste ouverte à la partie antéro-supérieure, et c'est par là que pourront passer vaisseaux et nerfs obturateurs, le pédicule vasculo-nerveux obturateur, comme nous le verrons. Le reste ici est fermé par une membrane, et cette membrane va servir de surface d'insertion. Donc ici, membrane, et nous le verrons sur une coupe, qui sert de surface d'insertion à ce muscle obturateur interne. Le muscle obturateur interne va s'insérer au pourtour du foramen obturatum sur le côté endopelvien, d'où son nom, obturateur, on est sur la région obturatrice, et puis interne, parce qu'on est du côté interne. On trouvera un muscle obturateur externe de l'autre côté, du côté glutéal, on en reparlera. Voici ici donc ce muscle qui vient s'insérer au pourtour du foramen obturatum, et de là va se dégager un corps musculaire qui a un aspect triangulaire, c'est-à-dire avec une base qui se fait au niveau de l'insertion, au pourtour du foramen obturatum, et un sommet qui se fait au niveau de la petite incisure ischiatique. Voici ici les contours de ce muscle obturateur interne, qui vient ici passer au niveau de la petite incisure ischiatique et faire un coup d'un angle droit, comme nous le redirons, pour passer sur son tendon et se terminer aussi sur le grand trochanter au niveau du fémur. Voici ici donc cette insertion du muscle obturateur interne qui se fait également sur l'arcade tendineuse du canal obturateur, puis vient ici se poursuivre au pourtour du foramen obturatum. De là, nous allons trouver donc des fibres qui viennent converger en forme d'éventail. Donc les plus hautes sont descendantes, les moyennes sont à peu près transversales et les plus basses sont presque horizontales. Ici, nous avons une projection sur un plan.
Mais en fait, nous voyons que les fibres partent globalement vers le bas et l'arrière, mais elles partent aussi vers le dehors. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la plaque ischiopubienne, de la symphyse vers la tubérosité ischiatique, est une région donc, qui est oblique vers à peu près à 45 degrés, vers l'arrière et le dehors. Donc il y a là une triple obliquité vers le bas, vers l'arrière et vers le dehors. Ceci, nous pourrons mieux le comprendre sur une coupe. Ça n'apparaît pas facilement, bien sûr, sur un plan. C'est pour ça que les coupes ont toujours un grand intérêt. Voici donc ce muscle obturateur interne qui, vous le voyez, vient combler, en plus de la membrane, mais ici maintenant d'un point de vue musculaire, qui vient combler la région du foramen obturatum. Et le voici ici contournant la petite incisure ischiatique et se jeter sur son tendon, on le redira dans un instant, pour se terminer sur le grand trochanter. Nous pouvons ici poursuivre donc les éléments osseux, épine ischiatique, et ici la partie basse de l'incisure ischiatique qui nous mène à la tubérosité ischiatique. Si nous voulons mieux voir ces éléments, nous allons les représenter ici sur une petite vue sur le côté en faisant une petite coupe. C'est un rappel, une coupe qui est une coupe horizontale, donc petit rappel, avec ici la symphyse pubienne, coupe horizontale en orientation internationale, c'est-à-dire que nous avons l'avant vers le haut, nous avons ensuite ce qui est de la tête derrière le tableau, ce qui correspond au pied est tourné vers vous. Ici, la section de la tubérosité ischiatique. C'est une coupe que nous avons faite avec le bassin. Ici, nous avons la membrane obturatrice. À ce niveau, on est sous le canal obturateur. Elle vient combler l'ensemble. Ici, donc, nous sommes sur la région pubienne. Et ici, sur la région ischiatique. Nous pouvons rappeler la présence latéralement ici du grand trochanter, et ce serait la partie basse du col fémoral. Donc ici, on est sur ischium, ici on est sur le fémur avec le col. C'est une coupe donc avec l'avant en haut et la droite, ou ce qui est latéral, ici vers la gauche du tableau, avant, ici vers le haut. Eh bien, sur cette coupe, qui passe donc ici par le foramen obturatum, nous avons la membrane obturatrice et nous allons voir le muscle obturateur interne qui vient donc ici s'insérer au pourtour de la région et va passer dans la petite incisure ischiatique en se jetant sur son tendon. L'insertion du muscle se fait donc aussi sur la membrane interosseuse qui va donc être à la fois un moyen de support, mais aussi un moyen d'insertion musculaire. Voici le muscle obturateur interne. Ce muscle obturateur interne sera recouvert d'un fascia important, épais, que je vais mettre en place ici, ce qui fait que quand on regarde le pelvis avant dissection, on a là un aspect nacré qui est lié au fascia de l'obturateur interne. Et passant ici au niveau de la petite incisure ischiatique, il y a la jonction musculo-tendineuse et nous trouvons un long tendon qui va maintenant présenter un coude à quasiment angle droit, 90 degrés, pour se diriger. Alors on ne peut pas le couper, ce serait faux de le mettre sur toute sa longueur, mais on va le mettre quand même relativement long. Voici ici le tendon de l'obturateur interne. Il remonte encore plus vers le haut, donc on ne peut pas l'avoir sur le même plan de coupe, mais ici voici ce tendon qui remonte pour aller se terminer sur le grand trochanter. Tendon ici de l'obturateur interne, et donc un coude à angle droit, et au niveau où le tendon vient frotter sur la petite incisure ischiatique, quand il y a des frottements, il y a toujours une gaine, ou plutôt une bourse séreuse. Donc ici, il y a une bourse séreuse qui vient se placer entre le tendon et l'os. Bourse séreuse du
tendon de l'obturateur interne qui peut être le siège d'inflammation, que je mets donc ici en rouge comme nous mettons toutes les membranes synoviales. Par convention, on pourrait les mettre d'une autre couleur. Donc, voici cet obturateur interne. Et nous voyons son trajet complexe. D'une part, il a donc une portion musculaire intrapelvienne, c'est celle qui nous intéresse, et ensuite, sa terminaison se fait au niveau de la région glutéale, au niveau de la région fessière, sur le fémur, et c'est avec cette région et le membre inférieur que l'on en fait l'étude et que nous avons présenté dans un autre cours. Au point de vue innervation, ce sera une innervation double. Comme nous avons ici le nerf obturateur qui arrive, et qui vient de la région lombale, nous aurons des racines qui viennent de cette région, du nerf obturateur et donc de la région lombale, et sinon, on aura une innervation qui vient de branches du nerf sacral et du nerf pudendal, comme nous le reverrons. Voici pour ces éléments, on peut même prolonger, on va prolonger un tout petit peu vers le bas l'insertion musculaire ici, de l'obturateur interne. Voilà pour cet obturateur interne. Nous allons compléter cette vue en plaçant le ligament sacrotubéral. Je vous rappelle que nous avons vu donc deuxième des ligaments à distance, le ligament sacrotubéral, qui est beaucoup plus étendu, qui s'insère sur le bord latéral du sacrum et du coccyx et qui est placé en dehors et en arrière du sacro-épineux. Voici le ligament sacrotubéral, donc qui part de très haut sur le sacrum, ici, et qui descend quasiment verticalement pour rejoindre la tubérosité ischiatique, d'où son nom, ligament sacrotubéral. Donc, bord latéral du sacrum, on est ici en arrière et en dehors, latéralement, par rapport au ligament sacro-épineux. Voici ce ligament sacrotubéral qui vient donc aussi limiter des espaces de passage comme nous l'avions présenté avec la vue d'ensemble du pelvis et les articulations du pelvis. Ligament sacrotubéral qui vient se terminer ici sur la tubérosité ischiatique. Nous l'avons dit, par sa face externe, ce ligament sacrotubéral va servir d'insertion à des fibres profondes du muscle grand fessier ou glutéal majeur. Donc, il y a bien des tendons, des ligaments, des structures fibreuses qui viennent servir aussi d'insertion musculaire. Quand on pense aux insertions musculaires, on pense toujours aux os. C'est ce qu'on voit aussi en ostéologie avec les surfaces d'insertion musculaire. Mais il y a également des insertions sur le tissu voisinant. Si nous pensons à l'avant-bras, par exemple, nous aurons des insertions qui se font sur la membrane osseuse, interosseuse, comme pour la jambe, membrane interosseuse, donc on ne le voit pas sur les os, et également insertion sur les septums, voire sur le fascia superficiel. Donc les insertions, quand on enlève un fascia, par exemple le fascia de l'obturateur interne, on arrache obligatoirement quelques fibres, puisque ces structures fibreuses servent aussi d'insertion. Nous l'avons dit, ce ligament sacrotubéral vient se prolonger par une formation fibreuse ici qui longe le bord inférieur de la branche ischiopubienne, dont nous reparlerons plus en détail en faisant un agrandi, et qui vient, ce prolongement, se dédoubler pour former un canal ostéofibreux où passeront des éléments vasculo-nerveux. C'est ce qu'on appelle souvent le ligament falciforme en forme de faux, ligament falciforme, et nous referons un agrandi une prochaine fois. Voici donc pour ces éléments, et nous voyons que la présence de ces muscles vient donc, et des ligaments vient donc fortement limiter ici les espaces de passage. Nous avons donc à l'origine quelque chose de très largement ouvert vers l'arrière, et à présent, nous voyons ici que le foramen ischiatique majeur, qui est limité par la grande incisure ischiatique d'un point de vue osseux, jusqu'à l'épine ischiatique, puis en bas limité par le bord supérieur du ligament sacro-épineux, foramen ischiatique majeur, va se trouver presque entièrement fermé par le passage du muscle piriforme. Et du coup, vient se présenter deux orifices, c'est le canal supra-piriforme, supra au-dessus, et le canal infra-piriforme en dessous, par lequel passeront des éléments vasculo-nerveux. Ici donc le piriforme,
ici l'obturateur interne. Et nous avons donc ici deux orifices, canal ou foramen suprapériforme, canal ou foramen infrapériforme, et ici, c'est le foramen ischiatique mineur. Nous en verrons les contenus lors des cours sur les vaisseaux et les nerfs. Nous pouvons ensuite présenter maintenant des rapports avec des muscles voisins, parce que c'est effectivement important d'un point de vue topographique et d'un point de vue clinique. Nous allons voir des rapports qui vont se faire avec des muscles de la paroi abdominale. Et pour cela, nous allons présenter ici le ligament inguinal qui est tendu entre l'épine iliaque antérieure et supérieure et l'épine du pubis. Ligament inguinal qui est un faux ligament puisqu'on est au sein d'un même os, mais qui correspond en réalité au bord inférieur de l'aponévrose, c'est-à-dire du tendon aplati, du muscle oblique externe, comme nous le reverrons par un petit schéma. Et donc, la présence de cette formation fibreuse qui est en fait aponévrotique et donc aux dépens d'un tendon, d'un muscle large, oblique externe, vient délimiter un canal ostéofibreux avec le bord antérieur de l'os coxal, c'est ce qu'on appelle le canal fémoral. C'est le canal qui va vers la cuisse, fémur fémoris, la cuisse. Et nous allons voir ici s'engager, et juste au-dessus de cette région de la ligne terminale, nous allons voir s'engager et se placer le muscle psoas, le muscle iliopsoas. Le muscle iliopsoas est un muscle qu'on va étudier avec la paroi postérieure de l'abdomen, un autre cours qui a été fait, et aussi avec le membre inférieur dans la région du trigone fémoral. Là, ici, c'est simplement un rapport, donc on va dire quelques rappels. L'insertion va se faire de T12 à L4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insertion du psoas au niveau de L5, et nous allons trouver un corps musculaire fusiforme, très allongé, qui va descendre verticalement vers le bas, l'avant et le dehors, comme on le reverra aussi sur une autre vue. Voici ce fuseau musculaire qui est donc né au niveau de T12, puis jusque L4, insertion tout le long de vertèbres. Voici ce corps musculaire ici, qui s'insère aussi par l'intermédiaire d'arcades. Ceci est vu avec la paroi abdominale. Voici ce muscle psoas, fuseau très caractéristique. Nous referons une petite vue antérieure schématique pour le présenter. Avec donc des fibres qui sont très allongées. Et c'est un muscle, puisqu'il est fusiforme allongé, qui à la section a un aspect circulaire. Cet aspect circulaire que nous avons vu lorsque nous avons fait des coupes de l'abdomen correspond, d'un point de vue culinaire et en boucherie, correspond à ce qu'on appelle le filet. Le filet, puisqu'on a la même disposition des muscles chez tous les tétrapodes au moins, eh bien le filet, c'est une coupe perpendiculaire de ce muscle psoas, ce qui vous donne donc un morceau de viande qui est extrêmement dense, avec des fibres resserrées et qui est considéré comme un des meilleurs morceaux. Le filet ici, donc ce sont des tranches perpendiculaires du muscle psoas. Après, vous avez du filet de veau, du filet de bœuf. Et de l'autre côté de la colonne vertébrale, nous sommes là dans les muscles érecteurs spinaux, c'est le contre-filet. Filet contre filet, ce n'est pas du tout la même chose. Le contre-filet a beaucoup plus entrelardé, c'est-à-dire a beaucoup plus de tissu fibreux et de tissu adipeux. Le filet est quasiment musculaire pur, donc comme dans l'espèce humaine. Et ceci est très caractéristique lorsqu'on fait une IRM, eh bien, la structure de ce psoas qui est même utilisée pour quantifier la musculature, la musculation d'un individu. Voici le muscle psoas. Ce muscle psoas est donc situé au-dessus de la ligne arquée, c'est-à-dire est situé dans la cavité abdominale, dans le grand bassin. Et c'est le muscle iliopsoas. Le psoas est complété par un muscle qui est très différent, qui est le muscle iliaque, qui est un muscle qui va former une nappe musculaire qui tapisse la fosse iliaque interne, c'est-à-dire la face interne de l'aile iliaque.
et va avoir une forme triangulaire avec des fibres qui viennent converger depuis la crête iliaque et l'aile iliaque, qui viennent converger vers un point qui est au bord antérieur de l'os coxal, et ce muscle iliaque vient se terminer sur un tendon commun sur le grand trochanter. Voici ici donc le muscle iliaque et le muscle psoas qui forment ce qu'on appelle le muscle ilio-psoas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un tendon terminal commun. Ce tendon terminal se fixe au niveau du grand trochanter. C'est le seul donc, qui vient ici se fixer au niveau du grand trochanter. Donc voici ce muscle ilio-psoas. Et pour rappel, nous pouvons présenter ceci sur une petite vue. Je regarde où je la fais. On va la faire ici. Sur une petite vue antérieure donc de rappel, où nous aurions ici la région du sacrum avec le bord supérieur, plateau sacré, les bords de l'aile du sacrum. Puis nous avons ici, très schématiquement, l'orifice du détroit supérieur en forme de carte à jouer qui nous mène à la symphyse pubienne. Puis nous avons les régions correspondant ici à L5, corps vertébral de L5 ici, puis le corps vertébral de L4. Donc c'est juste un petit schéma de rappel. Encore une fois, ceci s'étudie au niveau de la paroi postérieure de l'abdomen, comme nous l'avons fait, mais juste pour rappeler ce muscle ici. Donc L4, L5, L3 vers le haut, voici ces vertèbres lombales. Puis, nous pouvons placer ici la région de l'aile du sacrum. Puis, nous allons trouver ici la région de l'aile iliaque qui monte jusqu'à L4 et descend jusqu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure. Ici, nous pouvons placer les bords du sacrum qui viennent converger vers le bas sur la région coccygienne avec les lignes sacrales et les foramènes, les 4 foramènes sacraux. Ici, nous pourrions très schématiquement rajouter les disques intervertébraux. Ça donnera un aspect plus cohérent. Donc, disques intervertébraux ici, entre les vertèbres. Et le dernier est le disque vertébral L5, S1, que nous trouvons donc ici. Voici ces disques intervertébraux. Donc, rappel de cette vue antérieure de la paroi postérieure de l'abdomen pour bien comprendre ce muscle psoas, iliopsoas que nous voyons ici. Puis nous allons trouver ici le bord antérieur de l'os coxal qui présente l'acétabulum. Et au niveau de l'acétabulum, nous allons voir le placement de la tête fémorale. Voici ici les contours de cette région. C'est la symphyse pubienne, c'est la région de la branche ischio-pubienne, ici que nous avons étudiée, et puis c'est ici la région de la tubérosité ischiatique avec le foramen obturatum. Ceci sera en partie caché. Nous allons avoir le ligament inguinal, qui est donc ce repère important et qui est le bord inférieur du muscle droit, du muscle oblique externe de l'abdomen. Voici le ligament inguinal, donc, qui marque la limite entre le tronc et le membre inférieur. Au-dessus, c'est la paroi abdominale. En dessous, c'est la région du trigone fémoral. Et nous pouvons encore placer, bien ici, la tête du fémur qui vient être tangente au milieu ici du ligament inguinal en radiographie. Et nous trouvons donc ici le col du fémur qui nous mène au grand trochanter. Et puis, nous avons là la diaphyse fémorale. Nous trouvons ici la partie basse du col. Et ceci nous mène au petit trochanter et à la diaphyse fémorale. Nous aurons la capsule qui viendra cacher l'ensemble. Si nous représentons ce muscle ilio-psoas en rappel, il part de T12, va aller s'insérer jusqu'au niveau du corps de L4. Il descend obliquement vers le bas, le dehors et l'avant. Il est donc postérieur à l'origine, mais il franchit le bord antérieur de l'os coxal. Il vient passer ici sous le ligament inguinal, dans le canal fémoral, et vient se terminer sur son tendon terminal. Voici ici ce muscle, on ne le monte pas jusqu'au niveau de T12, muscle psoas ici, très puissant. Muscle psoas
qui s'insère donc sur la colonne vertébrale lombaire et T12 et qui descend obliquement vers le bas, vers le dehors et vers l'avant. Il y a des insertions qui vont être de type arciforme, avec des arcades fibreuses ici au niveau des corps vertébraux. Je n'insiste pas. Voici donc ce corps vu de l'avant, ce corps du muscle psoas qui est au-dessus de la ligne arquée et qui est donc placé dans la région de la cavité abdominale. Au niveau du bord antérieur, ici, de l'os coxal, il vient former un coude à angle droit et il était oblique vers l'avant et le bas et va maintenant être oblique vers l'arrière et le bas et se jeter sur son tendon de terminaison. Donc ici, ça n'apparaît pas sur la vue, mais il y a un angle droit, un coude harmonieux, en fait, ça glisse sur le bord antérieur de l'os. Donc là, on part vers l'arrière et on trouve le puissant tendon de ce muscle psoas, c'est même le tendon de l'iliopsoas, qui vient se terminer ici sur le petit trochanter. Et donc on l'étudie avec cette région du trigone fémoral qui est placée sous le ligament inguinal. Nous trouvons également le muscle iliaque, nous l'avons dit, qui vient tapisser l'aile iliaque. C'est un muscle tout à fait différent, qui est ici mieux visible en vue de face, qui s'insère sur la fosse iliaque interne jusqu'au niveau de la crête iliaque et qui a une forme triangulaire avec une convergence des fibres au bord antérieur de l'os et une terminaison commune avec le psoas, d'où sa dénomination d'iliopsoas. Voici donc ce muscle qui sera notamment innervé par le nerf fémoral, qui est satellite du muscle, et par des branches collatérales lombales. Donc voici ici ce muscle en rappel, iliopsoas, et que nous voyons mieux de face. Le psoas et ici l'iliaque. Nous pouvons compléter juste les éléments vers le bas. Et vers le bas, nous aurons donc ici la capsule articulaire coxofémorale, contre laquelle glisse le tendon du muscle iliopsoas par une bourse synoviale, et ceci est renforcé par des ligaments, comme nous l'avons vu pour l'articulation de la hanche dans un autre cours déjà fait, par le ligament iliofémoral, qui est en forme dédoublé ici, et le ligament pubofémoral en dessous. Donc voici ici cette capsule et coxofémorale. Nous pouvons ici placer le grand trochanter, ici le bord latéral du fémur, bord médial du fémur. Simplement pour avoir une jonction entre les deux. Puis, nous allons avoir vers l'avant les muscles de la paroi abdominale. Muscles de la paroi abdominale, il y a le muscle droit de l'abdomen de chaque côté, il y a la ligne blanche entre les deux, et puis ce sont les trois couches des muscles larges, oblique externe, oblique interne et transverse, tapissés à l'extérieur par le fascia superficialis, à l'intérieur par le fascia transversalis. Nous allons représenter simplement ici la ligne blanche, c'est-à-dire entre les deux muscles droits de l'abdomen, qui vient se terminer sur la symphyse pubienne. Les muscles droits de l'abdomen se terminent aussi sur la symphyse pubienne. Voici ici cette ligne blanche, donc paroi abdominale. Sur les côtés, ce sont les muscles droits, les gaines des muscles droits. Et au niveau de L4, nous trouvons au niveau de la ligne blanche une perforation donc, congénitale qui est l'ombilique. L4, niveau de l'ombilique, bifurcation iliaque, comme nous le verrons la prochaine fois. Et par transparence, nous aurions donc le muscle droit de l'abdomen qui serait ici avec son bord latéral qui vient se terminer sur la symphyse. Et le reste, eh bien, c'est le fascia transversalis. Donc ici, nous pouvons mettre ce fascia transversalis qui tapisse la gaine du muscle droit de l'abdomen et qui vient tapisser ici le muscle transverse sur la face profonde et également que nous voyons en fuite. Insertion qui se fait ici sur la crête iliaque,
3 lignes d'insertion, le transverse en profondeur, l'oblique interne moyen, qui est le plus épais, et l'oblique externe en superficie, donc que nous avons étudié avec le cours sur les parois de l'abdomen, et que nous voyons donc ici également en fuite. Voici pour ces rapports musculaires. Nous pouvons maintenant mettre des éléments cutanés, avec ici le plan antérieur de l'abdomen et donc la région ici de l'ombilic, peau antérieure, avec plus ou moins de tissu adipeux suivant les gens, qui va nous mener jusqu'à la symphyse pubienne. Et là, nous trouvons le pli de flexion avec la cuisse. C'est le ligament inguinal qui marquera ces éléments, ligament inguinal qui arrive ici sur la symphyse pubienne. Puis en arrière, nous pourrons présenter les parties molles de la région glutéale, ici, et de la lordose lombale. Et ensuite, nous aurons les différents éléments que nous compléterons avec les organes plus tard. Voici donc pour ces premiers éléments, et nous allons voir cela sur une vue qui sera une vue inférieure du pelvis que nous avions en partie faite avec l'os la dernière fois pour montrer le détroit inférieur. Donc pour cela, nous, sur cette vue inférieure, qui correspondra aussi à ce qu'on appelle une vue en position gynécologique, nous allons avoir ici l'orientation donc des parties ischiopubiennes qui partent en avant de la symphyse pubienne, que nous trouvons ici, donc c'est une vue inférieure, symphyse pubienne, qui va nous mener à la branche ischiopubienne, et en arrière, c'est l'élargissement de la tubérosité ischiatique, donc encore une fois, sur laquelle on est assis, et que l'on ne peut pas palper en position debout parce que recouvert par le muscle grand fessier ou glutéal majeur, mais que l'on peut palper lorsque l'on est en flexion à 90 degrés, soit debout, soit allongé sur un patient que l'on examinerait. Et voici donc ici ces éléments. C'est-à-dire qu'en position gynécologique, on sent à la fois la symphyse et on sent la tubérosité ischiatique qui sera un repère osseux important. Voici cette tubérosité ici, ces éléments ici avec la branche ischiopubienne. Nous pouvons placer en avant la symphyse avec donc le disque symphysaire et le ligament arqué sous-pubien qui est important. Nous l'avions dit avec les articulations. Voici le disque symphysaire de la symphyse pubienne et renforcé par le ligament arqué sous-pubien. C'est ici une vue inférieure du pelvis, et qui correspond donc aussi à ce qu'on appelle le détroit inférieur. Vue inférieure. Et en arrière, nous allons trouver la vue inférieure du coccyx, ici, avec son apex et sa partie basse. En enfilade, nous voyons les cornes du coccyx. Donc ici, on est sur le coccyx. Entre les éléments, entre le coccyx et les tubérosités ischiatiques, nous voyons le ligament sacrotubéral. Sacrotubéral qui part du sacrum et du coccyx et vient se diriger ici vers la tubérosité ischiatique. C'est un ligament épais et on l'a dit par sa face externe latérale, vient servir d'insertion importante pour le muscle grand fessier, comme nous le reverrons tout à l'heure. Voici ici ce ligament sacrotubéral, vu en enfilade depuis la partie basse, donc avec son insertion ici coccygienne. Ligament sacrotubéral. Et vous voyez que le ligament sacrotubéral vient délimiter un orifice ostéofibreux avec les branches ischiopubiennes, c'est le détroit inférieur. Il existe une certaine mobilité ici du coccyx et une certaine mobilité grâce aux mouvements de nutation, contre-nutation du bassin qui seront utiles au niveau de l'accouchement. Vue inférieure, et donc dans cette vue inférieure, nous avons ce qui est en avant, en haut, et ce qui est latéral, à droite, ici, qui est à gauche du tableau. Vue inférieure. D'ailleurs, ceci peut nous montrer... on peut replacer les éléments ici. Ici, c'est un hémipelvis
droit. Hémipelvis droit, ça veut dire que nous avons fait une coupe sagittale médiane. Coupe sagittale médiane. Et au point de vue orientation, nous avons ici le haut et l'avant. Hémipelvis droit. Et pour les parois, c'est symétrique entre la droite et la gauche. Ce sont les organes qui seront différents. Sur cette vue, nous allons pouvoir présenter l'obturateur interne en vue inférieure. Donc on voit ici le relief convexe vers le dedans de ce muscle obturateur interne ici, qui vient donc empiéter un petit peu aussi sur les diamètres, hein, ça rétrécit encore un petit peu les éléments. Voici ici, donc en vue inférieure, l'obturateur interne. Obturateur interne de chaque côté en vue inférieure. Nous allons maintenant, nous avons vu là l'ensemble des muscles de la paroi latérale et postérieure. Nous en verrons un tout petit accessoire dans un instant et nous allons maintenant passer aux muscles inférieurs. Muscle inférieur, car en effet, le pelvis est ouvert vers le bas. Vous voyez qu'ici, c'est complètement ouvert. Ici également. Donc, nous allons trouver un système musculaire qui existe chez l'ensemble des tétrapodes, mais qui est particulièrement important dans l'espèce humaine, puisque en position debout, les viscères reposent dessus, et ceci évite effectivement à la fois un prolapsus des viscères et est important dans le maintien des éléments abdominaux. Pour voir mieux cela et combler maintenant cet orifice, donc nous avons vu les muscles postérieurs et latéraux, piriformes, obliques internes principalement, et nous allons donc maintenant passer à ces muscles qui sont en deux groupes. Le premier, c'est le diaphragme pelvien, le diaphragme du pelvis. On a le diaphragme abdominal en haut, diaphragme pelvien. Donc nous allons le compléter ici, et nous allons le compléter également en faisant une vue qui sera une coupe frontale, très classique, que l'on reprendra de nombreuses fois en agrandi, concentré en zoom sur la région du pelvis ou petit bassin. Nous allons trouver ici eh bien, les sections osseuses qui vont correspondre aux régions de la coupe de l'os coxal. Donc sur cette coupe de l'os coxal, ici, nous trouvons la crête iliaque, la fosse iliaque interne, le détroit supérieur qui marque la limite entre grand et petit bassin, et ici nous sommes dans le petit bassin, pelvis mineur, pelvis proprement dit. Nous arrivons sur le foramen obturatum, et vers le bas, nous allons avoir ici la section de la branche ischiopubienne. Nous trouvons ici la crête iliaque qui, je vous rappelle, remonte jusqu'en L1, puis nous trouvons ici la fosse iliaque externe qui va correspondre à l'insertion des muscles glutéaux, et ceci vient nous mener à la région de l'acétabulum, articulation coxofémorale, donc ici avec la partie périphérique qui est articulaire, la partie inférieure qui n'est pas articulaire, donc il n'y a du cartilage que sur la partie haute ici. Je vais amener quelques craies là-bas, il me faut du vert aussi et du rose. Donc ici, cette section frontale de l'os coxal, l'aile iliaque, la ligne arquée, le détroit supérieur. Ici, nous sommes au niveau du foramen obturatum et nous trouvons, je n'ai pas pris de bleu, et nous trouvons le cartilage ici de l'acétabulum qui n'est articulaire que dans sa partie haute ici. C'est une forme de croissant et ici, simplement la partie supérieure qui est cartilagineuse dans cet acétabulum. Le reste n'est non articulaire. Et ici, la section donc de la branche ischiopubienne, nous sommes là dans le foramen obturatum. Nous allons faire le côté opposé, ce n'est pas une nécessité, mais ça donne peut-être mieux la vision d'un entonnoir qui vient se former à ce niveau, l'entonnoir donc pelvien, qui est à la partie basse, donc en dessous de la cavité abdominale. Et nous allons ici avoir les éléments qui vont nous mener jusqu'à la crête iliaque, fosse iliaque interne,
le détroit supérieur, la partie basse ici de l'os coxal, et nous avons ici donc la fosse iliaque externe qui est déprimée vers le dehors, insertion des muscles glutéaux, grand, moyen, petit glutéal. Puis ici, nous sommes sur la région de l'acétabulum, avec le cartilage acétabulaire ici, que l'on étudie ou que l'on a étudié par ailleurs dans un cours sur l'articulation coxofémorale. Voici ici donc ces deux côtés. Nous pouvons rappeler un certain nombre d'éléments d'un point de vue topographique. Nous ne referons pas à chaque fois, donc c'est intéressant de le faire ici. C'est bien ici une coupe frontale passant par le foramen obturatum et l'articulation sacro-iliaque. On peut bien sûr varier les coupes de l'avant vers l'arrière, c'est une des possibilités. Et si nous mettons les orientations, nous sommes ici vers la droite et le haut ici, c'est-à-dire que le dos est vers l'arrière du tableau et l'avant vers vous. Si nous présentons quelques éléments de repère, je vais carrément ramener plus de craie. Si nous ramenons les éléments ici de repère, nous sommes là sur le sommet de la crête iliaque, et le sommet de la crête iliaque, ici, se projette en L4. L4, c'est-à-dire c'est l'ombilique, c'est la bifurcation aortique en artère iliaque commune droite et gauche. L4 ici, repère extrêmement important d'un point de vue topographique. Puis, nous trouvons une autre ligne ici, et c'est donc ici une autre ligne qui correspond au détroit supérieur, à la ligne arquée. Donc ici, on est sur la ligne arquée et le détroit supérieur. Donc la ligne arquée, c'est uniquement une structure sur l'os coxal. Le détroit supérieur, c'est l'ensemble sacrum et os coxal, détroit supérieur. Et donc, c'est bien à ce niveau que nous avons par définition la limite entre grand bassin, pelvis major, et petit bassin, pelvis minor, qui viennent délimiter donc au-dessus la cavité abdominale, en dessous la cavité pelvienne, le pelvis proprement dit que nous étudions. Donc voici là ce niveau du détroit supérieur. Le détroit moyen correspondrait aux épines ischiatiques qui seraient ici placées donc en enfilade derrière, elles seraient là, les épines ischiatiques. On serait là sur le détroit moyen. Et enfin, le détroit inférieur, c'est ça, ce sont les branches ischio-pubiennes. Donc là, on est sur le détroit inférieur d'un point de vue obstétrical. Donc on a une filière osseuse, on a vu cet anneau qui est complet en arrière, qui est très haut en arrière, le sacrum, en avant, qui est très ouvert, puisque c'est la paroi abdominale qui descend jusqu'au pelvis. Alors, nous pouvons placer ici la membrane interosseuse qui vient fermer... membrane obturatrice qui vient fermer ici, d'un point de vue interosseux, le foramen obturatum. À ce niveau, nous sommes en arrière du canal obturateur, donc la membrane obturatrice est complète. Nous pouvons placer sur cette vue le muscle obturateur interne qui vient s'insérer au pourtour du foramen obturatum et qui s'insère également sur la membrane obturatrice. Voici ici le muscle obturateur interne. Donc en section obturateur interne, pourtour du foramen obturatum et insertion aussi sur la membrane obturatrice. Muscle obturateur interne. Puis, donc que voici. Nous pouvons rappeler que ce muscle obturateur interne a un fascia qui est important, épais, que nous pouvons, ici on l'aura enlevé. Voici ici ce fascia de l'obturateur interne, donc qui fait qu'il y a un aspect nacré, sauf si on ouvre le fascia pour tomber sur les fibres musculaires. Donc ici, muscle obturateur interne de chaque côté qui vient, vous voyez, rétrécir encore les éléments et participer à la paroi latérale du pelvis. Et nous pouvons maintenant placer les éléments qui sont au-dessus du détroit supérieur. Ces éléments, c'est encore un peu de bleu, c'est le muscle iliaque qui vient tapisser ici l'aile iliaque, c'est-à-dire la fosse iliaque interne,
muscle iliaque, ici, et ce muscle iliaque, donc, qui forme une nappe musculaire. Ce muscle iliaque va être rejoint par le muscle psoas, qui lui est très différent, puisque fusiforme, et on va le couper ici presque perpendiculairement, ça fera une ellipse, et c'est un petit peu une coupe comme on aurait dans le filet. Donc voici ici la section du muscle psoas, qui est coupé presque perpendiculairement ici, et qui arrive de la colonne. Muscle psoas ici. Donc suivant le niveau, il aura bien sûr une dimension, une taille variable, et il s'oriente vers le bas et vers l'avant. Et le dehors, voici le muscle psoas sectionné. L'ensemble iliopsoas va être recouvert par un fascia qu'on appelle le fascia iliaca. Iliaca, iliaque. Donc ici le muscle iliaque, ici le muscle psoas, et l'ensemble est recouvert par un fascia très épais qu'on appelle le fascia iliaca. Voilà le fascia iliaca, et ce fascia iliaca vient se prolonger également au niveau de la région du trigone fémoral, sous le ligament inguinal aussi. Voici le fascia iliaca qui tapisse le muscle psoas et le muscle iliaque. Nous sommes au-dessus du détroit supérieur et donc dans la cavité abdominale. Mais bien sûr, il y a des rapports directs entre les deux, c'est pour ça qu'il faut le présenter. Si nous voulions évoquer encore quelques points, nous pourrions mettre quelques éléments de rapport latéraux qui finalement ne sont pas inintéressants. Nous pourrons mettre ici, de façon juste en ombrée, la région de la tête fémorale et du col fémoral qui nous mène au grand trochanter. Donc c'est juste ici un petit ombré, mais pour montrer que nous allons trouver latéralement ici des masses musculaires qui vont se diriger vers le grand trochanter, qui seront donc les couches des muscles glutéaux ou muscles fessiers, et en particulier ici sur le plan latéral, ce sera le moyen fessier ou glutéal moyen et le petit fessier ou glutéal mineur. Voici ici, donc, nous sommes maintenant latéraux et l'autre côté, ce sont ces muscles glutéaux qui sont tapissés par, ici également, un fascia et qui viennent converger vers le grand trochanter. Je n'insiste pas sur les éléments, mais voici ici la région donc, de ce grand trochanter où viendraient se terminer ces éléments d'un point de vue même tendineux ensuite. Donc très schématiquement, juste pour montrer, pour évoquer ces quelques rapports. Ici, le glutéal moyen, ici le glutéal mineur ou petit fessier. Puis nous pouvons rappeler les rapports qui vont se faire vers le haut. Ces rapports vont se faire vers les muscles de la paroi abdominale. Et je vous rappelle qu'il y a 3 couches. Nous allons faire juste 3 traits de couleurs différentes. Nous allons trouver en externe le muscle oblique externe. Puis nous trouverons en position moyenne le muscle oblique interne qui est le plus épais, 7-8 mm. Donc c'est ici le plus épais. Et en profondeur, nous trouvons le muscle transverse de l'abdomen. Voilà ces 3 couches que nous avons étudiées avec les parois de l'abdomen. Et il y a là un ensemble de fascia. En superficie, c'est le fascia superficialis, ici. En profondeur, c'est le fascia transversalis. Et nous sommes là ensuite sur le péritoine. On est sur la cavité. Nous pouvons également ensuite évoquer le fait que s'il y a un obturateur interne, il va y avoir un obturateur externe. Nous le reverrons sur une coupe horizontale dans un instant. Cet obturateur externe est aussi un des muscles pelviques trochantériens. Il s'insère maintenant au pourtour du foramen obturé, mais de l'autre côté. On l'étudie avec le membre inférieur, mais ici c'est l'occasion de montrer ces rapports parce que quand on fait notamment une IRM de la région, eh bien, on voit ces éléments. Voici ici cet obturateur externe qui va passer derrière le col fémoral pour se terminer sur le grand trochanter. Donc il passe aussi en arrière du col, donc c'est aussi un rotateur latéral.
voilà ici cet oblique externe qui est donc en quelque sorte en miroir, mais de l'autre côté, en exopelvien, en miroir de l'oblique interne. Et donc on a ces éléments qui viennent former une coiffe musculaire autour, ici, du fémur, du col du fémur, et donc de la diaphyse fémorale qui serait ici. Ensuite, nous trouverons les différents muscles adducteurs. Voici simplement pour montrer ces quelques rapports. Nous allons également peut-être rappeler qu'à la partie basse, ici, nous avons, et nous le compléterons la prochaine fois, eh bien, le dédoublement du ligament falciforme, le prolongement du ligament sacrotubiral qui vient ici former un canal, le canal pudendal dont nous reparlerons, qu'on appelle aussi le canal d'Alcock, et nous y verrons les éléments vasculonerveux. Canal d'Alcock, A-L-C-O-C-K. Nous allons maintenant repasser sur les autres vues et compléter ces éléments pour le diaphragme pelvien. Ici, je vais peut-être juste, parce que c'est parfois plus commode, montrer ce qui est plein ici de l'os, là également pour bien limiter ce qui est plein et ce qui est creux. Nous le reverrons de toute façon avec les éléments vasculonerveux dans le prochain cours. Voici ici juste ce remplissage osseux ici pour voir les orifices de manière peut-être un peu plus marquée. Nous allons donc, pour voir ces muscles du diaphragme pelvien, le muscle principal va être ce qu'on appelle le muscle élévateur de l'anus, et qui est aussi appelé le muscle levator ani. Muscle levator ani, c'est peut-être plus élégant que élévateur de l'anus. C'est très à la mode, levator ani, mais le terme de traduction, c'est donc muscle élévateur de l'anus. On va voir que c'est la partie principale de ce diaphragme pelvien et qu'il va être composé de deux muscles, le muscle pubococcygien et le muscle iliococcygien. Ce muscle élévateur de l'anus va s'insérer, non pas vraiment tant sur de l'os, un petit peu sur le pubis, un petit peu sur le coccyx, mais surtout par une arcade fibreuse qui est un renforcement du fascia de l'obturateur interne. Pour voir cela, nous allons faire une vue du pelvis, mais en ne pas prenant que la partie inférieure, c'est-à-dire la partie du pelvis, petit bassin proprement dit. Nous allons retrouver donc ici la région du sacrum, avec le plateau sacral face supérieure de S1, les corps vertébraux ici sacro, donc voilà le sacrum. Donc ici on refait une vue de l'hémibassin droit, sacrum, avec la mi-hauteur, donc la moitié est constituée par S1 et S2, et l'autre moitié c'est S3, S4 et S5. Puis nous trouvons en dessous la région donc du coccyx, composé en général de deux pièces. Il peut y avoir des pièces surnuméraires, deux pièces en général fusionnées. Au-dessus, ici, nous aurons donc la région de L5, vertèbre cunéiforme. Et nous pourrons placer ici en fuite la partie latérale du sacrum, partie latérale du coccyx, avec ici les quatre foramen sacrés antérieurs ou sacro-antérieurs que voici. Nous sommes là sur la section des corps et le reste, c'est la face antérieure qui est vue ici en enfilade. Donc ça, c'est en section. Il n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin puisque le reste, nous l'avons vu sur l'autre vue. Et nous allons voir ici donc la ligne arquée qui est oblique vers le bas et l'avant, qui vient nous mener à la symphyse pubienne, qui, elle, est quasiment perpendiculaire, puisqu'on peut dire en moyenne, c'est variable chez l'homme et chez la femme, suivant le sexe, suivant que le bassin est de type gynoïde ou androïde, nous mène à la symphyse. Voici ici cette ligne arquée qui vient être un des constituants du détroit supérieur jusqu'au tubercule, ici, suprapubien. Et je ne mets pas en place les autres éléments du bassin, on peut juste ici les esquisser, épignac antérieur et supérieur, éminence iliopectinée et la crête pectinale, mais nous n'avons pas besoin, nous restons maintenant sous le détroit dans le petit bassin. Nous trouvons ici le bord postérieur, c'est-à-dire nous trouvons la grande incisure ischiatique qui nous mène à l'épine ischiatique et nous trouvons la branche ischiopubienne qui vient nous mener à la tubérosité ischiatique. Donc voici ici ces éléments que nous connaissons. Nous allons pouvoir placer
le ligament sacro-épineux et voir que ce ligament sacro-épineux est renforcé sur la face interne par un petit muscle qu'on appelle le muscle coccygien. Donc c'est un muscle atrophique qui avait son importance lorsqu'il y avait une queue, pour la mobilité de la queue, ce qui est le cas de la plupart des mammifères et des vertébrés. Donc doublant, c'est un muscle très fin en forme de nappe, doublant le ligament sacro-épineux, nous voyons ici exactement en superposition, et donc un muscle très fin atrophique, c'est le muscle coccygien. Il n'a plus vraiment d'importance dans l'espèce humaine et chez les hominoïdes, grands singes, puisque nous avons perdu la queue et à la place nous avons un coccyx. Les grands singes, gibbons, orang-outans, gorilles, chimpanzés et espèces humaines, qui sont donc des singes sans queue. Donc ce muscle coccygien, on l'appelait parfois aussi ischio-coccygien, ce muscle coccygien est très atrophique et un doublement musculaire du ligament sacro-épineux. Donc ici, muscle coccygien, il est innervé par des collatérales du plexus sacral, il n'a pas d'importance locomotrice. Nous allons trouver ensuite le passage, bien sûr, du muscle piriforme ici, muscle piriforme qui s'insère au pourtour des deuxième et troisième foramen vertébrosacraux, qui vient ici être oblique vers le bas, vers le dehors et vers l'avant, s'engageant dans le foramen ischiatique majeur et venant donc délimiter avec les éléments osseux et fibreux un canal suprapiriforme, un canal infrapiriforme, où nous verrons dans les prochains cours passer vaisseaux et nerfs. Ce sont les orifices de passage depuis le pelvis jusqu'au membre inférieur et réciproquement du membre inférieur vers le pelvis, vers le tronc, vers l'abdomen. Voici le piriforme, voici les contours, je vais vite puisque nous venons de le voir, voici ici les contours de l'os. Nous allons ensuite trouver dans la partie basse le foramen obturatum qui sera donc fermé par le muscle obturateur interne, et ici, nous allons représenter l'obturateur interne recouvert par son fascia. C'est-à-dire qu'ici, nous avons l'arcade fibreuse du canal obturateur, on l'appelle parfois aussi arcade tendineuse de l'obturateur interne, qui limite donc un orifice de passage qui est l'entrée, l'orifice interne, l'orifice profond du canal obturateur, où nous verrons passer les vaisseaux et nerfs obturateurs, et nous avons maintenant conservé le fascia du muscle obturateur interne, donc c'est maintenant du tissu fibreux, on le représente en vert. Voilà ce fascia de l'obturateur interne qui recouvre tout le muscle, qui a également cette forme triangulaire et qui vient converger vers la petite incisure ischiatique. Et voilà ici donc cette pourtour de ce fascia. Donc fascia, je vous rappelle, c'est l'enveloppe fibreuse d'un muscle qui vient ici donc tapisser, comme nous l'avons vu sur la coupe, qui vient tapisser l'obturateur interne. Voilà ici le fascia de l'obturateur interne. Et sur ce fascia de l'obturateur interne vient se placer un renforcement qui forme une arcade fibreuse pratiquement horizontale, qu'on appelle arcade tendineuse du muscle élévateur de l'anus ou arcade tendineuse de l'obturateur interne, puisqu'on est sur le fascia de l'obturateur interne. Donc voici ici le fascia qui est relativement épais. C'est ce qu'on voit quand on ouvre l'abdomen ou qu'on fait une vue endoscopique. On ne voit pas les fibres musculaires. Ce que vous voyez en travaux pratiques, c'est quelque chose qui est déjà disséqué, où on a ouvert le fascia. Tout muscle, je vous rappelle, possède un fascia plus ou moins épais. Ici, il est épais, comme le fascia iliaca d'ailleurs. Et je vous rappelle aussi que ce qu'on appelait autrefois fascia était nommé aponévrose, alors qu'aujourd'hui, une aponévrose, c'est un tendon aplati. Et nous trouvons donc sur ce fascia de l'obturateur interne un renforcement fibreux, horizontal, qui part de l'avant de la région pubienne et va aller vers l'arrière sur la région de l'épine ischiatique. Voilà ici cette arcade qui est arcade fibreuse ou arcade tendineuse, qui est un renforcement du fascia de
du muscle obturateur interne. Donc voilà ici le muscle obturateur interne recouvert par son fascia, et voilà ce renforcement qui est l'arcade tendineuse de l'obturateur. On le retrouvera sur la coupe horizontale. Et c'est sur ces éléments que vont s'insérer en partie le muscle élévateur de l'anus que nous allons voir maintenant. Ce muscle élévateur de l'anus va être constitué de deux parties, le muscle pubococcygien et le muscle iliococcygien. Et pour étudier ce diaphragme pelvien et ce muscle élévateur de l'anus, il nous faut placer quelques structures qui sont des structures de type viscéral. En effet, qui dit élévateur de l'anus dit effectivement anus. Nous allons placer ici le canal anal, qui est oblique vers le bas et l'arrière. Canal anal ici, que nous voyons jusqu'à la marge anale. Ceci aura fait l'étude d'un cours particulier, rectum et anus. C'est ici quelque chose d'extrêmement schématique que je représente. Donc jusqu'à la région cutanée, voici la région anale et le canal anal qui nous mènera ensuite au coude entre rectum et anus. Et nous allons pouvoir montrer qu'il y a entre la région du canal anal et le coccyx, la pointe du coccyx, sur la ligne médiane, il y a une structure fibreuse qu'on appelle le ligament anococcygien. Donc c'est un ligament impair et médian qui part du sommet du coccyx et va en quelque sorte retenir le canal anal. C'est le ligament anococcygien qui viendra s'intriquer avec le muscle sphincter que nous représenterons tout à l'heure. Ligament anococcygien que nous reverrons aussi sur la vue. Et nous allons présenter une autre structure fibreuse qui est impair et médiane, qu'on appelle le centre tendineux du périnée. Centre tendineux du périnée, qui est donc un noyau fibreux qui est central et sur lequel viennent converger différents éléments fibreux et musculaires. Centre tendineux du périnée. Donc nous allons maintenant retrouver ces éléments sur la vue inférieure ici. Sur la vue inférieure, nous allons voir ici la région donc, de l'anus, c'est-à-dire l'extrémité du canal anal, que nous placerons donc ici. Voici donc la région anale. Et entre le bord postérieur du canal anal et l'apex du coccyx, nous avons ici ce ligament anococcygien. On parle parfois de corps anococcygien, donc c'est impair et médian, et en quelque sorte vient être suspenseur ici du canal anal. C'est aussi une jonction fibreuse entre des muscles. Et en avant, nous allons trouver le centre tendineux du périnée. Le périnée étant cette partie basse du tronc, centre tendineux du périnée. Alors, nous allons commencer par étudier le muscle pubococcygien, première portion de l'élévateur de l'anus. C'est un muscle qui, globalement, est antéro-postérieur, qui part de la région pubienne pour aller vers la région du coccyx. Donc, c'est une sorte de cordon antéro-postérieur musculaire. Le muscle pubococcygien, première portion du muscle élévateur de l'anus. Et nous allons voir que ce cordon musculaire va venir présenter plusieurs portions. Une portion plusieurs sous-parties, pubo-périnéale, qui va aller envoyer des fibres sur le centre tendineux du périnée, pubo-périnéal. Puis nous allons trouver une portion ou des fibres qui vont être pubo-anales et qui vont aller jusque vers le sphincter de l'anus. Puis nous allons trouver une portion qui passe en arrière de l'anus et qui est tout à fait importante, qui est la portion puborectale. Et enfin, c'est la portion pubococcygène proprement dite. Donc voici ce muscle puborectal, première partie du muscle élévateur de l'anus. Il sera innervé par des branches du nerf pudendal, des branches de nerfs sacraux, et
nous comprenons bien qu'il va venir aider à soutenir la partie basse de la région et cloisonner la partie basse de la région, mais aussi, quand il se contracte, va venir soulever ces parties viscérales, le centre tendineux et l'anus, le canal anal. Nous allons le voir ici, sur cette vue. C'est donc un cordon antéro-postérieur, ici, qui va de la région pubienne jusqu'à la région du coccyx, muscle pubo-coccygien, et qui, au niveau de son passage, envoie un faisceau pubo-périnéal sur le centre tendineux du périnée, pubo-anal sur le canal anal et le sphincter de l'anus, pubo-rectal qui va passer en boucle en arrière du canal anal, et enfin la partie pubo-coccygienne proprement dite. Voici ici ce muscle pubo-coccygien, première portion du muscle élévateur de l'anus. La deuxième portion va être extrêmement différente et former un hamac musculaire. Donc là, ce sera vraiment la partie diaphragmatique, un hamac musculaire, et c'est ce qu'on appelle le muscle ilio-coccygien. Ce muscle ilio-coccygien ressemblerait en quelque sorte au muscle mylohyoïdien au niveau du plancher oral, c'est-à-dire entre les deux branches de la mandibule. Ici, on est entre les deux branches ischiopubiennes. C'est comme si vous aviez une mandibule en vue inférieure. Ce muscle vient donc former une nappe, alors que là nous avions un cordon musculaire, c'est maintenant une nappe aplatie, qui vient s'insérer depuis la région pubienne en avant, et qui vient s'insérer tout le long ici de cette arcade tendineuse de l'obturateur interne ou arcade tendineuse de muscle élévateur de l'anus. Et les fibres vont être obliques vers le bas, le dehors, et le dedans, rejoignant la ligne médiane et s'unissant au côté opposé, comme on le verra, pour former cette forme de hamac. Voici ici les fibres du muscle ilio-coccygien, et le bord postérieur ici du muscle ilio-coccygien est satellite du bord inférieur de ce petit muscle atrophique, le muscle coccygien. Voici cette nappe musculaire, on va mieux la comprendre sur la vue inférieure, nappe musculaire de l'ilio-coccygien, deuxième portion du muscle élévateur de l'anus. Et là, nous allons voir que c'est bien sûr une partie qui ferme la région, c'est vraiment l'aspect de diaphragme, diaphragme étant la cloison, c'est la cloison inférieure, c'est la paroi inférieure ici, active de la région pelvienne. Voici cette insertion du muscle, donc qui n'est une insertion quasiment pas osseuse, c'est une insertion fibreuse sur le fascia de l'obturateur interne. Et nous le retrouvons ensuite en dessous, le muscle pubo-coccygien est au-dessus, nous le retrouvons ici en hamac, en dessous, venant rejoindre la ligne médiane, venant rejoindre ici la région du ligament anococcygien. Donc on retrouve ici cet élément qui passe en dessous. En pratique, pubo-coccygien et ilio-coccygien sont ici très séparés, mais en pratique, il y a quelque chose de relativement solidaire, et notamment lorsque l'on fait une IRM à ce niveau, il est difficile de différencier les deux, hormis par la topographie. C'est ce que nous pouvons retrouver ici, donc on peut mettre peut-être quelques éléments. Ici, nous sommes donc sur le piriforme. Ici, c'est le fascia de l'obturateur interne et son arcade. Ici, c'est le muscle ilio-coccygien. Et ici, nous sommes sur le muscle pubo-coccygien avec les faisceaux. Pubo-périnéal, centre tendineux du périnée. Pubo-anal, le sphincter de l'anus. Pubo-rectal, c'est une boucle en arrière du canal anal. Et enfin, pubo-coccygien qui va sur le coccyx. Nous pouvons peut-être dès à présent mettre le sphincter de l'anus, même s'il n'est pas dans le même plan, ça facilitera peut-être les choses. Il est dans un plan plus superficiel, comme nous le voyons. On le redira, ce sera le dernier point de ce jour. Voici ici le sphincter
anal ou sphincter de l'anus, donc musculature striée et musculature lisse que nous avons étudiée, que nous reverrons avec donc le rectum et l'anus. Voici ce sphincter. Nous arrivons ici sur les mêmes éléments sur la vue inférieure. Donc sphincter, par définition, c'est un muscle un petit peu comme un muscle orbiculaire, donc des fibres circulaires. Et on comprend bien que quand un sphincter se contracte, il vient fermer l'orifice. Il y a une portion qui est lisse et qui est donc inconsciente, et il y a une portion fibrée, une portion striée, musculaire striée, qui est volontaire. Comme pour tous les sphincters, une portion inconsciente, on a une continence inconsciemment, mais aussi une continence volontaire qui est utile. Voici donc le sphincter, et nous voyons donc ces trois faisceaux ici qui viennent pubo-périnéal, pubo-anal, pubo-rectal en arrière. On va le remettre ici un peu plus en arrière encore. Voilà ici le pubo-rectal. Et nous allons maintenant du côté opposé voir le muscle ilio-coccygien, et nous l'avons dit, il est plus superficiel, il est en dessous. Donc nous l'aurons conservé, il vient s'insérer ici sur l'aponévrose et sur le renforcement du fascia de l'obturateur interne. Voici le fascia de l'obturateur interne et son renforcement qui forme l'arcade tendineuse. Et à partir de là, nous allons voir partir ce hamac du muscle ilio-coccygien qui va participer à la délimitation de la fente, ici, qui subsistera, la seule fente qui subsistera, comme nous allons le voir dans un instant. Voici les contours de ce muscle ilio-coccygien qui vient former donc, qui vient délimiter une région libre. Voici ici la région postérieure de ce muscle ilio-coccygien qui va aller se terminer sur le ligament ano-coccygien, c'est ce qu'on appelle aussi un raphé, et venir donc former cette sorte de hamac musculaire. C'est donc ici une cloison tout à fait importante. On comprend bien que c'est ici une cloison qui aurait pu être une cloison fibreuse, c'est-à-dire statique pure. L'intérêt, c'est comme pour le diaphragme abdominal, c'est que c'est ici une cloison, mais une cloison active, ce qui est bien sûr beaucoup plus efficace. Cloison active, efficace tant que l'efficacité musculaire existe, et sinon on peut faire appel à une rééducation de ce diaphragme pelvien dans certains cas de pathologie neurologique ou de déchirure, par exemple post-obstétricale également. Et vous voyez que ce muscle, rejoignant la ligne médiane, va venir s'unir avec le côté opposé par l'intermédiaire du tissu fibreux médian. Donc voilà ici ce muscle ilio-coccygien, et nous l'avons de l'autre côté coupé, désinséré, coupé près de son origine, afin de pouvoir justement voir le muscle pubococcygien, et nous voyons qu'il s'agit bien là d'une nappe pour l'iliococcygien, d'un cordon pour l'ischiococcygien. Nous avons ici ouvert ce muscle iliococcygien, et nous l'avons également désinséré ici, coupé proche de sa terminaison, iliococcygien. Alors, nous pouvons voir au-dessus de l'iliococcygien le côté opposé du pubococcygien. On a dit il est au-dessus, donc voici ici le pubococcygien avec le faisceau pubo-périnéal, le faisceau pubo-anal et le faisceau pubo-rectal en arrière. Ici, le pubococcygien qui est donc au-dessus, c'est la portion du même muscle élévateur de l'anus. Donc, nous allons maintenant pouvoir faire la synthèse, et il ne restera que quelques petits muscles pour la région du périnée proprement dit. Donc, nous avons là ce diaphragme pelvien constitué par le muscle élévateur de l'anus ou muscle levator ani, qui va être innervé par des branches du plexus sacral et par le nerf pudendal, et qui vient former donc une cloison musculaire, donc active, qui est composée de deux parties. Une partie en cordon qui va avoir une forme de puissance, qui agit sur des éléments viscéraux, le centre tendineux du périnée, l'anus et son sphincter,
et puis la région du ligament anococcygien. Et deuxième partie, c'est l'iliococcygien qui forme une nappe, qui forme un hamac, qui vient finalement soutenir l'ensemble par sa contraction musculaire. Il y a également un aspect intéressant, puisque ces fibres ici viennent donc passer en anneau, en arrière de l'anus, comme nous le reverrons, et ceci va être en particulier à l'origine de ce qu'on appelle le cap anal. Le cap anal, c'est le fait qu'il y ait entre le canal anal et la région du rectum, comme nous l'avons vu, il existe un coude. Et ce coude ici est notamment constitué de façon active par les fibres du muscle élévateur de l'anus qui passe ici en arrière. Donc on a ici cette fronde du pubococcygien et du muscle iliococcygien qui, quand ils se contractent, viennent ici attirer cet angle vers le haut. Et donc, c'est une stabilisation active, mais aussi la formation de cette coudure qui est tout à fait importante. Ici, donc, une coupe sagittale avec l'avant à droite. C'est bien sûr quelque chose qui est très important dans cette statique des éléments, et pelviens, viscéraux, et notamment chez la femme. Ces éléments peuvent, au fil des grossesses, être lésés, être déchirés et amener à une mauvaise contention qu'on va appeler un prolapsus, c'est-à-dire que les organes, au lieu d'être en place, vont pouvoir faire une sorte de hernie par le plancher pelvien. Vous voyez que ces muscles viennent délimiter finalement sur un orifice qui à l'origine était complètement ouvert, vient délimiter ici une fente qu'on appelle la fente urogénitale. Donc tout ce que nous voyons là est valable chez l'homme et chez la femme, exactement pareil. Et les seules différences qu'on va avoir seront ici, dans la fente urogénitale. Dans la fente urogénitale chez l'homme, eh bien, vous n'allez avoir que l'urètre et la prostate au-dessus, alors que chez la femme, dans cette même fente, vous allez avoir l'urètre et vous aurez le vagin. Donc, si vous enlevez ces éléments de la fente, viscéraux de la fente urogénitale, on a exactement la même disposition chez l'homme et chez la femme, et ce n'est que dans cette région que cela change, et ceci se comprend bien d'un point de vue embryologique avec l'étude des éléments de cette fente urogénitale. Voici pour les points. Nous pourrions mettre ici au-dessus, nous voyons au-dessus de ce muscle, le bord postérieur, nous l'avons dit, nous verrions en enfilade, bord postérieur ici, de l'iliococcygien, c'est le bord inférieur du muscle coccygien. Donc ici, on pourrait voir en enfilade le muscle coccygien, voilà, qu'on verrait ici en enfilade, donc il serait satellite ici du bord postérieur. Donc, comme on a coupé le muscle, on voit ici le muscle coccygien. Et surtout, au-dessus, nous verrions, puisque nous avons ouvert le muscle, nous verrions le muscle piriforme, qui lui est beaucoup plus volumineux, muscle piriforme qui part de la face antérieure du sacrum et qui va ensuite partir vers le dehors pour aller rejoindre la région du grand trochanter. Donc ici, nous serions sur une vue du muscle piriforme qui est donc au-dessus, mais on le voit puisqu'on a ouvert le muscle élévateur de l'anus. Voici ici cet élément. Donc, muscle élévateur de l'anus, qui est extrêmement important dans ce qu'on appelle la statique pelvienne, ici le piriforme. Nous pouvons compléter cette vue en montrant qu'il s'agit donc d'une vue de type position gynécologique, où nous aurions ici la région des fesses et nous serions allongés sur le dos avec les cuisses repliées. C'est la position gynécologique qui, d'ailleurs, est dite gynécologique, mais qui est utilisée chez l'homme aussi en proctologie pour étudier cette région anale. Le patient est allongé sur le dos, homme ou femme finalement, même si on appelle ça la position gynécologique, et étant allongé sur le dos, il fléchit les cuisses, et c'est la disposition que nous avons ici. Voilà les cuisses. Ici, on va représenter une région génitale indifférenciée, et ici, donc, les cuisses qui partent. C'est cette vue en position gynécologique que nous avons ici. Et nous allons maintenant terminer par quelques petits éléments concernant ce qu'on appelle les muscles du périnée proprement dit. Donc, en dessous de cela, en dessous de ce diaphragme pelvien, eh bien, nous allons trouver une disposition fibromusculaire antérieure entre les tubérosités ischiatiques qui vient cloisonner l'ensemble. Sur la région postérieure,
nous aurons là une région déprimée qui sera remplie de graisse, et c'est ce qu'on appelle la fosse ischio-rectale. Nous le reverrons avec l'étude du rectum notamment. Donc là, nous ferons une vue qui sera beaucoup plus petite et schématique, pour montrer ce qu'il y a donc plus en superficie, et on le comprendra mieux sur des coupes ensuite. Donc c'est une toute petite vue ici que je vais représenter, avec donc la région ici de la symphyse pubienne, qui nous mène jusqu'à la tubérosité ischiatique, donc c'est exactement la même vue, et nous aurons l'occasion de revoir cela aussi avec les viscères. Simplement, nous serons là d'un point de vue plus superficiel. Voici ici l'axe du coccyx. Nous allons avoir le ligament sacro-tubéral ici, qui vient fermer en quelque sorte en losange cette région. Donc là, c'est un plan plus superficiel, c'est ce qu'on appelle les muscles du périnée, ou donc le périnée musculaire. Nous allons voir que dans ce périnée, il existe un muscle qu'on appelle le muscle transverse profond du périnée. Avant, nous allons juste mettre ici le canal anal, que voici. Nous allons mettre son sphincter anal. Nous pouvons placer le ligament anococcygien, qui est donc un périmédian, et placer ici le centre tendineux du périnée. Eh bien, nous avons un muscle transverse du périnée qui part globalement des tubérosités ischiatiques et rejoint la région du centre tendineux du périnée et du sphincter de l'anus. Voici ici ces fibres transversales du muscle, comme son nom l'indique, muscle transverse du périnée, donc cordon transversal, droit-gauche, qui viennent se rejoindre sur la ligne médiane. Ceci vient renforcer encore les éléments de la région. Puis, je vous rappelle que nous avons en avant le ligament arqué ici sous-pubien, et nous trouvons aussi vers l'avant ce qu'on appelle le ligament transverse du périnée. Donc on est en avant des structures nobles, urètre et ou vagin chez la femme. Ceci est le ligament transverse du périnée. Et c'est dans cette région que nous allons trouver la fente urogénitale qui sera comblée par les éléments viscéraux comme nous le verrons. Sur les côtés, c'est ici un fascia qu'on appelle la membrane périnéale. Donc voici ici le plan plus superficiel. Et en arrière, donc juste en dessous de ça, c'est un plan plus superficiel. C'est ici, on peut rappeler, ça c'est le diaphragme pelvien. Diaphragme pelvien, c'est la partie la plus importante fonctionnellement pour le soutien des éléments. Et en périphérie, on a ici les muscles du périnée ou le périnée. On est aussi périnée musculaire. Muscle du périnée, avec essentiellement le muscle transverse profond. Et ici, en dessous du muscle ilio-coccygien, eh bien, nous avons du tissu adipeux, c'est une fosse, c'est ce qu'on appelle la fosse ischio-rectale, que nous reverrons avec les rapports du rectum, qui est bien sûr très importante. C'est ici un tissu de remplissage, donc aussi une voie d'abord d'un point de vue chirurgical. Nous sommes ici sur un plan plus superficiel, donc nous pouvons replacer les aspects cutanés avec cette position gynécologique avec les cuisses qui sont donc repliées vers le haut alors que l'on est allongé sur le dos. Voilà cette position. Et nous pouvons compléter cela sur cette vue en montrant un muscle superficiel. Ce muscle superficiel, c'est le muscle grand fessier ou muscle glutéal majeur qui, en flexion, nous l'avons dit, vient dégager la tubérosité ischiatique. Quand on est debout, le muscle recouvre la région. Ça, c'est le muscle grand fessier ou glutéal majeur. Donc nous sommes bien sûr là sur des jonctions entre membres inférieurs et pelvis, mais il est important bien sûr de comprendre cela. Ceci est commun chez l'homme et chez la femme. Et pour terminer, il nous suffit ici de représenter cela sur cette vue en coupe frontale. Eh bien, nous allons avoir ici le fascia de l'obturateur interne. À mi-hauteur, nous trouvons ici l'arcade tendineuse, renforcement du fascia. Sur cette arcade tendineuse vient s'insérer le muscle, une partie du muscle élévateur de l'anus, levator ani, et ce muscle, c'est le muscle ilio-coccygien.
Et contrairement à ce que l'on voit sur des livres anciens, et c'est finalement relativement logique, ce muscle va être en partie convexe vers le haut, quand il y a un tonus musculaire. Quand il y a un tonus musculaire, ce n'est pas un hamac comme cela, et comme on le voit très souvent dans des livres, ilio-coccygien, ça, c'est vrai sur le sujet en anatomie. C'est sur le sujet mort qui n'a plus de tonus musculaire. Et c'est ce qui a été représenté dans beaucoup de livres. Comme maintenant, on peut le voir directement, facilement en scanner et en IRM, eh bien, on a pu montrer que sur le vivant, comme il y a un tonus musculaire, ce muscle est convexe vers le haut. Donc c'est bien un hamac, mais comme il y a une notion de tonus musculaire, eh bien, on a quelque chose qui n'est pas concave et qui est convexe. C'est ici relativement fin, bien entendu, c'est une nappe musculaire. Voilà le muscle ilio-coccygien, et à sa partie supérieure et basse, nous voyons le cordon ici du muscle pubo-coccygien. Je garde les mêmes couleurs ici en violet. Donc ilio-coccygien et pubo-coccygien qui viennent ici former le diaphragme pelvien. Et le dernier muscle que nous pouvons voir, c'est le transverse du périnée. Nous ne le mettrons pas ici de manière complète, on mettra juste son départ. Voici ici le niveau du muscle transverse du périnée, qui est donc plus superficiel. Muscle transverse du périnée. Je ne le mets pas plus loin puisqu'il y a des éléments différents chez l'homme et chez la femme. Donc voici ces points. Et ce muscle transverse du périnée est tapissé à sa face superficielle par ce qu'on appelle la membrane périnéale, donc qui est importante chirurgicalement. Membrane périnéale, c'est à la face superficielle du transverse du périnée. Et de manière encore plus superficielle, c'est ce qu'on appelle le fascia périnéal superficiel, qui est juste sous la peau. Et là, nous avons le plan cutané de la région périnéale. Je ne remplis pas plus dedans puisque ce serait différent chez l'homme et chez la femme. C'est ici le périnée avec le sillon périnéo-fémoral, c'est-à-dire entre le périnée et la région de la cuisse. Donc, voilà les régions de façon complète. Les prochaines fois, lorsque nous étudierons les rapports des organes, nous ne nous concentrerons plus que là-dessus. Et bien sûr, ceci sera censé connu. Les viscères viendront ici se placer. Parois, donc, nous l'avons vu, latérales, piriformes et obturateur interne, puis en dessous, ce diaphragme pelvien, muscle élévateur de l'anus, pubo-coccygien, ilio-coccygien, et en dessous, le périnée et on peut dire plancher périnéal ou périnée musculaire, avec le transverse du périnée et avec le ligament transverse du périnée. Je vous remercie pour votre attention.